On se propose dans cet exemple de vérifier un mur de soutènement vis-à-vis donc du renversement, du basculement, ce qui est la même chose, et du glissement. Donc, va-t-il d'abord glisser ou va-t-il d'abord basculer? Donc, on considère un mur en L, en forme de L, en béton armé, soumis à la poussée des terres à droite de ce mur. On donne la masse volumique du sol, 20 kN par mètre cube. Le frottement terre-terre, donc on suppose que s'il y a glissement, on aura un frottement non pas de béton-terre mais terre-terre, avec un angle de frottement de 30 degrés. Et on donne également le poids volumique du béton de 25 kN par mètre cube. On raisonnera pour 1 mètre de longueur de mur. Donc calculer le torseur des actions dues à la poussée des terres et au poids propre du mur en A. Et en déduire la position de la résultante, c'est-à-dire le point où le moment est nul. Vérifier le mur vis-à-vis du glissement et vérifier le mur vis-à-vis du basculement. On suppose que la poussée des terres est triangulaire, comme pour la poussée de l'eau, mais avec un coefficient de poussée de K de 1/3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la pression maximum, petit p, est égale à gamma H. Donc ça, c'est si on avait de l'eau. Donc poids volumique multiplié par la hauteur. Et là, il faut multiplier donc par le coefficient de poussée. Ce qui nous donne, donc K, c'est 1/3, gamma, poids volumique du sol, donc 20, fois H, donc sur toute la hauteur du mur, fois 4, divisé par 3. Donc le coefficient 1/3 dû à la poussée, ce qui nous fait 80 divisé par 3, soit environ 26,7 kN par mètre. Alors, par mètre de hauteur du mur. Mais comme on raisonne aussi pour 1 mètre de longueur du mur, on pourrait dire aussi également par mètre carré, ce qui revient à dire aussi 26,7 kPa. Bien, calculons maintenant cette poussée, donc la résultante. Donc ça, on a vu que la résultante était égale à la surface du triangle. Donc c'est petit p fois h sur 2. Ou encore k gamma h carré sur 2. Donc si on fait l'application numérique, ça nous donne 20 fois 4 au carré divisé par 2 fois 3, 6, ce qui nous donne 53,3 kN. Bon, là aussi on peut rajouter éventuellement, attention, c'est par mètre cette fois-ci de longueur du mur. Donc ne pas confondre le mètre de longueur du mur avec le mètre de hauteur du mur. G1, alors G1 c'est quoi? G1 c'est, donc on peut, pour calculer le poids, décomposer le mur en deux parties rectangulaires, puisqu'on connaît la position du centre de gravité pour le rectangle. Donc une première partie, donc G1, pour cette partie rectangulaire, et une autre partie G2 pour cette deuxième partie rectangulaire. Donc si on fait le calcul, G1 c'est donc égal au volume de cette partie rectangulaire, c'est-à-dire 0,5 fois 4 fois 1 mètre de longueur du mur, multiplié par le poids volumique du béton, à savoir 25, pas 20 mais 25 kN par mètre cube, c'est-à-dire ça nous donne 50
kN. G2, donc ce sera le volume du rectangle de centre de gravité, enfin du parallépipède de centre de gravité G1, donc 0,5 fois 2,5 fois 1 fois 25. Ce qui nous donne 31,25 kN. Alors je n'ai pas dit, mais donc on a calculé P, la résultante du triangle, ici. Donc cette résultante a pour intensité la surface du triangle, mais a pour position, on l'a démontré, cette résultante est positionnée au tiers à partir de la base du triangle, ou aux 2 tiers à partir du sommet. Bien. Alors calculons à présent le torseur des actions extérieures au point A. Donc ce torseur a pour résultante grand R égale la somme des actions, donc G1 plus G2 plus P. Le moment résultant, MA, donc c'est le moment dû à G1, plus le moment dû à G2, plus le moment dû à P, par rapport au point A. Donc calculons ces moments. Le moment dû à G1, donc c'est égal à G1, multiplié par, alors je vais prendre le bras de levier, je vais dessiner en vert par exemple, le bras de levier de G1 par rapport au point A. Donc je prolonge la droite d'action passant par G1. Et la perpendiculaire à cette droite d'action passant par A correspond à cette longueur. Cette longueur, ça vaut 2,5 plus 0,5 divisé par 2. Avec un signe moins, puisque ce bras de levier aura tendance à tourner dans le sens négatif. Moins G1 fois 2,5 plus 0,5 divisé par 2. Pour le bras de levier de G2, je fais le même raisonnement. Moins G2 multiplié par le bras de levier, 2,5 divisé par 2. Et enfin le moment de P. Donc le moment de P, je prolonge la droite d'action passant par P. Voilà. Je prends la perpendiculaire à cette droite d'action passant par le point A. C'est ce qui me donne le bras de levier. Donc ce bras de levier est égal à H sur 3. Il a tendance à tourner dans le sens positif. Donc plus P fois H sur 3, c'est-à-dire 4 divisé par 3. Ce qui me donne un moment de tout calcul fait de moins 105,5 kN/m. Donc finalement, l'expression de mon torseur au point A, donc on a la résultante et le moment algébrique, puisqu'il s'agit d'une action dans le plan, donc le moment est une valeur algébrique. On peut représenter aussi en vecteur colonne. Donc quelles sont les coordonnées de R? Donc c'est sur X, donc si je prends un repère
x, y comme d'habitude, dans un repère global ici, x, y. Donc sur x, eh bien j'ai moins p, c'est-à-dire moins 53,3. Sur y, j'ai moins g1, moins g2, c'est-à-dire moins 81,25. Et sur z, j'ai rien. Voilà pour R. Et pour les coordonnées de MA, bien MA, c'est uniquement la coordonnée suivant Z, puisqu'on est dans le plan. Et on a trouvé MA égale moins 105,5. Voilà le torseur des actions mécaniques au point A. Donc on a trouvé que le torseur des actions dues à P et F au point A était composé d'une résultante donc dont la valeur algébrique vaut moins 53,3, donc orientée vers la gauche. Et sur Y, on a trouvé moins 81,25, orienté vers le bas. Et avec un moment de moins 105,5, donc orienté positif vers le sens horaire. Donc la question est, quel est le système qui est équivalent au système de gauche? Donc système que je vais dessiner à droite. Donc avec une résultante au point I et un moment qui est nul. Donc je dessine la même résultante que j'ai trouvée à gauche, mais que je repositionne au point I. Alors, je dessine les composantes de cette résultante. Donc déjà, on peut voir que le bras de levier de la droite d'action de la composante sur X passe par A, donc le moment de cette composante sera nul, et que la droite d'action passant de la composante sur Y, si je trace la perpendiculaire à cette droite d'action passant par le point A, c'est ce que j'ai appelé petit d. Donc petit d est le bras de levier par rapport à A de la composante suivant Y. Donc écrivons que la position de la résultante est telle que le moment de la résultante par rapport au point A est égal au moment de F plus au moment de P, c'est-à-dire MA. Donc ça, c'est ce qu'on a vu conformément à la définition de la résultante, article petit b. Deuxième partie de la définition. Donc ça, c'est égal à le moment de R, donc on a dit que c'est le moment de la résultante suivant Y, c'est-à-dire 81,25, avec un bras de levier D qui va tourner dans le sens négatif, donc moins 81,25 fois D. Donc d'autre part, MA, on avait trouvé moins 105,5 kN mètre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc sur le schéma de gauche, on voit que MA, en valeur algébrique, on avait trouvé une valeur négative. Ou ce qui est équivalent, si je regarde le schéma de droite, ça revient à dire que la résultante est placée à droite du point A. Résultante à droite de A. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mur est stable, qu'il ne va pas basculer autour du point A. Donc le mur ne bascule pas. Donc le mur ne bascule pas, ne se renverse pas. En revanche, si le moment ici
on avait eu un moment positif. Donc, ça veut dire que la résultante du moment étant positive, elle a tendance à faire tourner le mur, donc à le renverser autour du point A. Ce qui reviendrait à dire ici que la valeur de petit d serait négative, ou plutôt que la résultante serait placée à gauche du point A. Donc dans ce cas-là, on aurait une instabilité par renversement du mur. Voyons maintenant si le mur glisse ou pas. Alors pour ça, je vais calculer la réaction du sol sur la semelle. Donc je vais appeler grand N, conformément au cours, et grand T. Alors grand N, on voit que par équilibre, le grand N est égal à 81,25 par équilibre suivant Y. Et que à la limite du glissement, conformément à la loi de Coulomb, grand T est égal à F fois N. C'est-à-dire, si je remplace tangente 30 degrés, donc 30 phi c'est le tangente phi, l'angle de frottement du sol, multiplié par N, c'est-à-dire 81,25, et on trouve 46,9 kN. Or, nous, on a trouvé que la poussée de mur suivant x était égale à 53,3. Donc, on constate que 53,3 est supérieur à t, c'est-à-dire que l'effort agissant suivant x est supérieur t, donc c'est l'effort résistant, c'est le maximum de l'effort d'adhérence que peut reprendre le sol. Donc le mur glisse. Donc conclusion, le mur est stable vis-à-vis du renversement, mais instable vis-à-vis du glissement.